Bienvenue à toutes et à tous dans la revue de presse grand format, votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur l'Intelligent TV. Voyons ensemble le sommet pour se faire une idée des sujets dominants de la semaine. Trois sujets majeurs seront soumis à la réflexion et à l'analyse de nos invités. Tout d'abord, nous reviendrons sur l'assignation en justice du président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, par des militants du parti qui demandent sa destitution pour non-respect des critères d'éligibilité lors du dernier congrès électif. Ensuite, nos invités porteront un regard sur le plan national de développement, le PND 2026-2030, à travers lequel le gouvernement de Côte d'Ivoire ambitionne de réduire le taux de pauvreté à 20%. Enfin, ils commenteront la rétrocession aux autorités ivoiriennes de la base militaire française en Côte d'Ivoire, située au sud d'Abidjan, à Port-Boué, la capitale économique du pays, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Abidjan. Ainsi se dessine le fil conducteur de cette émission. Je vous invite dans quelques secondes à faire connaissance avec nos invités. Nos invités sont au nombre de deux. Nous avons avec nous en plateau M. Traoré Sidney Sidiki. Bonjour. Bonjour, M. Khalil. Vous êtes inspecteur, auditeur et diplômé en journalisme. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Et sur ce plateau, nous avons aussi Tenebe Ousmane, il est journaliste, directeur de publication du journal hebdomadaire Savane Hebdo, c'est ça? C'est ça. Bonjour. Merci. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être là tous les deux à l'effet de nous commenter, de nous analyser ces trois sujets que j'ai présentés il y a quelques secondes de cela lors du sommet de cette émission. Messieurs, on va marquer une petite pause et on se retrouve pour s'intéresser au premier sujet. C'est l'un des sujets majeurs, sinon le principal qui a marqué l'actualité en Côte d'Ivoire, l'actualité politique en Côte d'Ivoire cette semaine. Tidjane Thiam, le président du PDCI RDA, a été assigné en justice en vue de sa destitution. La requête a été déposée le mardi 18 février 2025 auprès du tribunal de première instance d'Abidjan par 4 militants. Selon les requérants, Tidjane Thiam aurait violé les statuts du parti en briguant la présidence du parti sans remplir les critères d'éligibilité requis. La question que l'on se pose: va-t-on vers une destitution de Tidjane Thiam de la tête du parti? Sidney, on commence avec vous. Ben oui, l'affaire est donc devant les tribunaux et je pense qu'il y a effectivement de la matière pour que le tribunal puisse se prononcer sur la question justement de la double nationalité de Thiam depuis qu'il a été justement candidat pour être président du PDCI RDA. Alors, les textes du parti sont clairs sur la question. Pour être président, pour candidater, tu dois être ivoirien. Or, on se rend compte du fait qu'il avait deux nationalités. À partir de cet instant, c'est avec quelle nationalité est-ce qu'il s'est présenté? Et donc, je pense que si on veut revenir en arrière, par rapport justement à toutes ces personnalités du PDCI qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec justement Thiam comme justement le leader de porte-flambeau du PDCI, on se rend compte aujourd'hui qu'il commence véritablement à avoir raison. C'est-à-dire que le PDCI est en train de passer au forceps une personnalité qu'on connaît compétente, mais qui ne répond pas aux critères depuis le départ. Il fallait avoir été pendant 10 ans de façon continue au bureau politique du PDCI. Il est absent du pays depuis 20 ans. Comment cela se fait qu'en flagrante violation de ces règlements-là, il se retrouve en train de devenir président du PDCI? Je pense que donc depuis le départ, il y a eu pas mal de vices, de procédures, de façons de faire, d'irrespect d'un certain nombre de textes qui sont aujourd'hui en train de rattraper l'appareil du PDCI. De toute façon, l'affaire est entre les mains de la justice
Et nous, on suit attentivement ce que cela va donner. Est-ce que vous pensez que la procédure a été viciée? Sidney parlait de l'un des critères pour être à la tête du parti, c'est-à-dire être ivoirien. Le texte le dit, il faut être ivoirien, le candidat, sinon le président du PDC doit être ivoirien. Mais est-ce que cela n'est pas différent du fait que l'on soit exclusivement ivoirien? Oh, je pense que c'est Tidjane Thiam lui-même qui a donné du grain à moudre à tout ce qui arrive actuellement. Parce que c'est lui qui confirme, qui sort, qui dit officiellement qu'il a entamé une procédure pour renoncer à sa double nationalité, du moins à sa nationalité française. Et ça, c'est ce qui a tout déclenché. Ça a été un aveu qui a révélé tout ce que les gens soupçonnaient. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un jour sur votre plateau ici, j'avais évoqué cette question pour dire que Tidjane Thiam avait la nationalité française. Alors que les textes en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la présidence de la République, sont nets. Il faut être exclusivement ivoirien. Et mais là, on parle de président du parti. Oui, justement, mais je pense que ceux qui ont engagé cette procédure-là sont en train de faire un travail pour le PDCI. Parce que le risque que le PDCI court, s'il va avec Tidjane Thiam dans ces conditions, c'est de voir rejeter la candidature de Tidjane Thiam. Et moi, je ne serais pas surpris. Devant une telle situation, personne ne pourra dire que c'est une manœuvre politique. Et puis sur la question même de la nationalité ivoirienne, mais je crois que est-ce que les juristes au PDCI ont eu le temps de lire même le code de la nationalité? Parce qu'il y a certaines dispositions, je ne suis pas juge, homme de droit, mais il y a certaines dispositions qui suscitent des interrogations, qui me font dire que la nationalité ivoirienne est exclusive. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'admet pas, je le dis avec réserve parce que je ne suis pas homme de droit. Quelles sont par exemple, il y a un article qui suscite des interrogations. Un article qui dit « Perd la nationalité ivoirienne l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. » C'est vrai qu'on nous dit que toutefois, pendant, ça c'est l'article 48 que je lis, pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur le tableau de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret pris sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministère de la Défense nationale. Quand je lis ça, on dit 15 ans. Tidjane Thiam, à partir de quand il a acquis la nationalité ivoirienne? J'entends des gens dire qu'il l'a eu depuis longtemps, très longtemps, avant 15 ans. N'oublions pas que... Les juristes aussi au PDCI disent que... moi, c'est la question nationale. Il est français de par son père et il n'a pas été naturalisé. Donc, quand on veut rentrer... Les juristes du PDCI nous disent récemment, lors d'une conférence de presse, on a Maître Blessy qui l'a affirmé devant les médias. Il a dit que Thiam n'a pas été naturalisé. Il a acquis la nationalité française de par son père, c'est-à-dire par filiation. Alors, en fait... C'est justement ce manque de vigilance que les juristes du PDCI n'ont pas eu le temps de... Ils auraient dû regarder toutes ces questions en détail. Parce que quand on veut briguer à la magistrature suprême, à une destinée nationale comme la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'on doit regarder tous les détails. Ce n'est pas la politique politicienne qui est faite, mais il faut faire l'effort de rentrer, de répondre aux critères qu'il faut. Est-ce que, avec le timing de cette plainte qui a été déposée pour demander la destitution de Thiam, est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui pensent que c'est une manœuvre pour déstabiliser le PDCI? Parce que la question de double nationalité de Thiam, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis très longtemps, on en parle, mais on n'a jamais entendu de telles sorties. Pourquoi c'est maintenant que ces militants sortent et puis ils réclament cette destitution? Non, mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, c'est Thiam lui-même
qui fait cette sortie, qui fait donc cet aveu et qui permet aux gens d'avoir justement de la lumière sur sa véritable nationalité. Écoutez, moi je pense qu'il faut plutôt interpeller l'opinion sur une question de bon sens. Voilà quelqu'un qui veut diriger la Côte d'Ivoire et jusqu'à 8 mois de l'élection à la présidence de la Côte d'Ivoire, lui n'a pas encore renoncé à une nationalité tierce. Mais c'est une question de bon sens, on doit se poser des questions de savoir. Mais qu'est-ce qu'il attendait depuis pour le faire? Quels sont les calculs dans lesquels il était pour ne l'avoir pas fait jusqu'à ce jour? Et il faut justement que le citoyen lambda en Côte d'Ivoire puisse se poser cette question-là. Et moi, je pense qu'il y a d'autres choses que nous allons découvrir. Parce que cette erreur, excusez-moi, que je considère comme une erreur politique, est tellement grave que pour ma part, elle cache forcément d'autres choses. Parce qu'il est inconcevable qu'un candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire continue de jouir des avantages d'une nationalité tierce. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, et là, il faut leur faire des petits cours, en fait, comment on appelle ça, de juridisme, c'est que lorsque vous avez la nationalité d'un pays, mais ça va avec des obligations, ça va avec des droits, en réalité. Et donc, jusqu'à ce jour, il continue de bénéficier des faveurs de la nationalité française. Il faut expliquer cela aux Ivoiriens. Mais à partir de cet instant, c'est à nous, puisque nous sommes en démocratie, de voir quelle est la meilleure attitude à tenir face à cela. Maintenant, du côté du PDCI, nous on les comprend. Ils sont tellement omnibulés justement par le profil du président Ouattara. C'est ce qui leur arrive en fait. Qu'ils ont forcément voulu forcer une personnalité qui a à peu près le profil du président Ouattara. Mais seulement ils se rendent compte aujourd'hui à la pratique, mais que les deux personnalités sont complètement différentes. Et là, c'est un risque, comme on le dit, en termes de timing. Un risque énorme que le PDCI vient de prendre par rapport au renoncement de sa nationalité. Mais est-ce que vous savez que la procédure du renoncement qu'on nous fait passer pour juste une affaire administrative n'est pas exacte? Il s'agit d'examiner de fond en comble les raisons pour lesquelles tu renonces à une nationalité. Et encore faut-il qu'en Côte d'Ivoire, nous acceptions que toi, qui as été à un moment donné français, qui peut le devenir encore à tout moment, tu nous dises pourquoi est-ce que tu choisis désormais d'être exclusivement ivoirien. C'est toute une procédure qu'il faut voir. Et je pense que les militants du PDCI, sur la question, ils n'ont pas eu la vérité. Et ça me fait très peur pour la convention qui vient. Très peur pour la convention qui vient. Merci. Alors, comment vous comprenez alors que des militants qui ont été cités pour avoir déposé cette plainte fassent des sorties pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette plainte? Bon, est-ce que ça ne justifie pas qu'il y a une manœuvre quelque part contre le PDCI et LDA? Bon, moi, c'est surtout le bon sens. Et puis, il faut être pragmatique, il faut regarder les choses en face. Oui. Plus le PDCI prend le courage de regarder les choses en face, plus il peut se prémunir de beaucoup de choses. Oui. Ou il refuse de regarder les choses en face, ils ferment les yeux, ils vont. Et ils n'auront pas à appeler des Ivoiriens pour dire que c'est une politique politicienne qui est en train d'être faite contre leur candidat qui sera recalé. Parce que nous-mêmes qui n'avons pas fait de droit, nous le voyons clairement que Tidjane Thiam, en l'état des choses, ses chances pour que sa candidature soit acceptée sont très minces. Donc le PDCI doit regarder ces questions-là, les poser, et puis aller avec un candidat, de mon point de vue, qui puisse compétir. Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Donc les manœuvres politiciennes dont vous parlez, je pense qu'il est de l'avantage du PDCI. Je parle dont par les responsables du PDCI. Oui, PDCI, ça peut être possible, mais les manœuvres politiciennes qui sont évoquées ici ne sont pas forcément du camp de l'adversaire. Il ne faut pas oublier que Tidjane Thiam a été élu dans des conditions controversées. On a vu comment est-ce que l'élection a été houleuse, des candidatures qui ont été rejetées. Maurice Kakou Gikao est l'un des cerveaux du PDCI qui est sorti frustré de l'affaire. Il s'est retiré. Il s'est retiré. Sa candidature n'a pas été rejetée, il s'est retiré. On a vu Jean-Luc Billon qui est sorti, qui a fait... Et c'est des récriminations de raison qu'on a entendues. Donc, pour dire que ce qui est en train de se faire actuellement,
le militant du PDCI doit regarder ça avec une certaine hauteur et se dire que certainement c'est à l'avantage du parti. Alors selon vous, que faut-il faire maintenant? À présent que cette plainte a été déposée, maintenant que vous dites que le PDCI court vers une situation où il ne pourrait pas avoir de candidat à cette élection présidentielle, que doit faire actuellement ce parti politique? Alors, rapidement, pour la gouverne, encore une fois de plus, des citoyens ivoiriens, la démocratie, elle se construit aussi sur la base de la justice. Et vous allez voir que dans la plupart des grands pays que nous envions, que nous citons en exemple pour la pratique de leur démocratie, la justice a toujours été utilisée dans le débat politique. Et je pense même que c'est à l'avantage du citoyen parce que l'intervention de la justice dans le débat politique permettra ou imposera aux leaders politiques une conduite d'éthique. Excusez-moi rapidement, là, Donald Trump, on a vu toutes les affaires judiciaires qui ont pesé sur Donald Trump avant son élection. Aujourd'hui, le président Sarkozy, vous savez qu'il a été condamné là? Ben oui! En fait, c'est ainsi que marche la démocratie, à travers l'intervention de la justice dans le débat politique. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un mal qu'on fait. On veut tout simplement savoir est-ce que le problème aujourd'hui qui est posé, il est réel ou pas. Si il est réel, Thiam lui-même le reconnaît, et l'appareil du PDCI qui cherche aujourd'hui des subterfuges en fait pour pouvoir échapper, je comprends, c'est politique, mais dans le fond, il y a de la matière, moi je dis, de la matière à judiciariser. Parce qu'il s'agit de la problématique de la nationalité des leaders politiques qui veulent diriger ce pays. Et je suis entièrement d'accord avec. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mais je dis, mais c'est la justice qui va trancher. La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'attendre que la justice se prononce sur cette affaire-là. Maintenant, peut-être, avec la grande magnanimité, excusez-moi, que nous connaissons chez le président Ouattara, il va peut-être faciliter peut-être un certain nombre de choses au nom des accords politiques à Thiam. Mais pour l'heure, le débatteur l'a dit, au regard du droit positif, ce n'est pas très sûr. D'accord. D'accord. Monsieur, on va s'intéresser, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Sur la question, je voulais dire, pour ceux qui parlent de manigance politique, il ne faut pas oublier que Guy Kaoué, c'est sur la base d'une décision de justice que la candidature de Guy Kaoué a été disqualifiée. À la présidence du PDCI, on a dit qu'il avait des problèmes de justice et sur cette base, il ne pouvait pas être candidat. Donc, le PDCI, les penseurs du PDCI doivent prendre au sérieux ce qui est en train de se faire là et cesser de regarder des mains politiques. Il faut qu'ils regardent dans la marmite, il faut qu'ils regardent dans ce qui se passe chez eux et s'ils veulent le bien du PDCI, tentent de résoudre ces questions-là. D'accord, c'est bien compris. Nous allons nous intéresser à présent au deuxième sujet de cette émission, mais ce sera juste après cette courte transition. L'actualité cette semaine en Côte d'Ivoire a été aussi marquée par un séminaire gouvernemental tenu les 17 et 18 février 2025, séminaire consacré à l'élaboration du plan national de développement, le PND 2026-2030. À travers ce nouveau programme, le gouvernement de Côte d'Ivoire ambitionne d'améliorer les conditions de vie des populations en réduisant le taux de pauvreté à 20% d'ici 2030. Il s'agit du quatrième PND après ceux de 2012-2015, 2016-2020 et 2021-2025 qui ont permis de faire passer le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire de 55% en 2011 à 37,5% aujourd'hui selon les chiffres communiqués par l'État de Côte d'Ivoire. Pour vous, est-ce un objectif qu'on peut atteindre, Ténébé? Oui, c'est toujours de bonnes nouvelles. C'est toujours bien d'entendre le gouvernement s'intéresser à ces questions-là, à chercher à travailler à ce que l'Ivoirien, le niveau de vie de l'Ivoirien s'améliore. Hein, les chiffres qui ont été invoqués ici sont fameux, hein, de 55%
un taux de pauvreté où on est aujourd'hui à 37. En 2011, à 2021, c'est ça, 2021 à 37, il y a une baisse substantielle. Et si on veut baisser ça davantage pour arriver à 20%, je crois qu'il faut que cela soit suivi d'action. Il faut encourager le gouvernement dans ce sens. C'est toujours bon de travailler dans ce sens. Je pense que c'est cela. Alors, c'est quoi votre analyse de ce nouveau plan de développement? Alors, merci. Alors, programme national de développement, un plan national de développement. Alors, d'abord, il faut l'expliquer aux citoyens lambda. C'est la preuve que nous sommes face à nous, un gouvernement qui est dans la projection. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, on se projette 2026, 2030. Et cette projection est la preuve de la structuration cohérente de ce gouvernement qui, depuis, est en train justement de travailler à ce que les conditions de vie du citoyen, de l'Ivoirien s'améliorent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire à travers le PND 2026-2030? Il s'agit de renforcer les investissements par rapport à tout ce qui est aujourd'hui. Bon, vous savez, les opposants font quelque chose de très mécanique, c'est la critique. Elle est aisée, mais l'art est difficile. Sinon, aujourd'hui... La critique, elle doit se faire. Oui, elle est aisée, mais l'art est difficile. Moi, je vous le dis. Vous allez voir, ce que nous sommes en train de vivre présentement en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'inédit et d'exceptionnel. Pourquoi? À moins d'avoir de la mauvaise foi. En termes d'investissement. Et je dis, si cet investissement encore va être renforcé de 2026 à 2030, je dis bravo au gouvernement. Parce que ce que nous sommes en train de voir, vous allez voir, on est en train de gagner et le PIB, le produit intérieur brut, est en train d'augmenter, mais de façon continue. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui en train de créer de la richesse chaque année pour les populations. Et ça, le débat politique peut-être n'a pas été, moi je pense, très très honnête sur ces questions-là. Je ne sais pas comment est-ce que les intellectuels font pour nourrir autant de mauvaise foi. Sinon, c'est que nous sommes en train de vivre présentement, mais le bien-être de l'Ivoire. Alors, regardez, au niveau de la santé, les centres qui sont reconstruits, les hôpitaux, les CHR, les CHU, etc. Regardez au niveau des universités, regardez au niveau des voies. Mais tout est en train de bouger. Et moi, sur la question, j'ai été particulièrement heureux lorsque nous avons organisé la CAN dernière. Ce sont ceux qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus dire aux Ivoiriens, mais vous avez un bon pays, un beau pays. Mais c'est dû à quoi? Mais c'est parce qu'il y a du travail qui a été fait. Et si ce travail-là doit être renforcé de 2026 à 2030, je dis mais que c'est une très bonne chose. Donc moi je dis bravo à ce gouvernement. Alors vous parlez de PIB qui augmente, ah oui. Vous parlez des investissements, oui. Vous parlez du taux de pauvreté qui a diminué, qui oui. est passé de 55 à 37,5%. Oui. Seulement qu'il y a une partie de la population, il y a certains Ivoiriens qui, malgré tous ces chiffres, estiment qu'ils ne le ressentent pas dans leur quotidien. Ils ont toujours du mal à se faire soigner, à aller à l'école, à manger à leur faim, à avoir leurs 3 repas par jour. Que répondez-vous à ces personnes qui ont cette position? Ténébé. Oui, je pense que ce sont des messages à entendre. Le gouvernement doit entendre ces cris de cœur. Et qui sont justifiés selon vous? Qui ne sont pas forcément, qui ne relèvent pas forcément de politiciens. Je crois qu'il faut entendre cela. Donc ce sont des plaintes qui sont justifiées. Oui, justement, je pense que c'est vrai. Personne ne peut nier l'embellie, le niveau, le progrès de la Côte d'Ivoire. Mais ça doit susciter à faire davantage. Parce qu'il faut se dire qu'au-delà de tout ce qui est fait, le développement humain, parce que c'est vers cela qu'il faut tendre, il faut que la richesse créée, qui est importante, nous sommes, après le budget de cette année, c'est 15 000 milliards. Il faut que la richesse soit équitablement partagée. C'est ça. Et cela doit se concrétiser par la lutte contre la corruption, hein, pour faire en sorte que l'immense majorité des Ivoiriens se sentent dans cela. Et puis, sur la question même du niveau de pauvreté, voilà, parce que c'est sur cela qu'il faut travailler. J'ai été heureux d'entendre le chef du gouvernement
mettre l'accent sur cette question pour dire que ça fait partie de ce qu'ils veulent obtenir au bout de la mise en œuvre du PND 2026-2030. Parce que comment on mesure le pauvre? En 2008, le pauvre, c'était celui qui avait moins de 661 francs. Puisque c'est selon la dimension monétaire et le niveau de vie qu'on fixe, le seuil de pauvreté. En 2008, c'était 660. En 2021, c'est 700. C'est celui qui gagne en bas de 750 francs qu'on considère comme pauvre. Est-ce que c'est pas... Oui, c'est le seuil de pauvreté. C'est pas paradoxal? C'est là qu'il faut regarder les choses. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on considère pas pauvres parce qu'ils gagnent au-dessus de 750 francs, qui le sont en réalité quand on regarde le coût de la vie, l'évolution, l'inflation de 2008. Je vais, ces deux choses. Il y a 14 ans de 2008 jusqu'à maintenant. C'est clair qu'il y a une embellie. Mais il faut mettre l'accent sur ces questions de développement humain. Et quand on aura abouti à ça, et j'espère, avec l'annonce qui est faite par le chef du gouvernement lui-même, parce que ce qui est dit ici n'était pas l'un des... c'est vrai, même si on en avait parlé pour le PND 2021-2025, tel qu'on a insisté sur l'élément de langage de réduction de la pauvreté à 20%, ça me paraît important. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Alors, Sidney, oui. tu avais parlé de disparité au niveau de la répartition des richesses. Comment vous expliquez cette disparité? D'abord, est-ce que vous êtes du même avis que lui? Non, mais sur la question, je pense qu'il y a... Moi, j'ai un petit problème aussi avec la compréhension globale, justement, des uns des autres sur la question de la pauvreté. Alors, on va prendre les pays développés. On va citer l'exemple des États-Unis, qui en fait fait office vraiment de pays développé, qui donne le là à tout le développement mondial. Mais il y a des SDF aux États-Unis. Est-ce que les gens le savent? Parce qu'aux États-Unis, il y a des SDF. C'est-à-dire des individus qui n'ont pas de domicile fixe et qui n'ont que leur petite voiture là pour mettre toutes leurs barailles dedans pour dormir dans la rue. Est-ce que les gens le savent? Mais voilà. Ça n'empêche pas que les États-Unis soient un pays très développé. Justement, c'est pour dire que quel que soit votre développement, la pauvreté ne sera jamais en taux zéro. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens le sachent. Alors, maintenant, nous, dans notre cas, il faut relativiser la question de la pauvreté. Pourquoi je dis relativiser? Relativiser par rapport à ce qui est en train d'être fait. Si vous regardez ce qui est en train d'être fait, si vous regardez là d'où nous venons, je pense pour ma part que la question de la pauvreté, elle devient légère à traiter. Pourquoi je dis légère à traiter? Alors, aujourd'hui, le président Ouattara l'a dit, pas très longtemps, c'est la classe moyenne, en fait, qui tire l'économie dans un pays. C'est un économiste qui parle. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, il est en train de mettre en œuvre la politique, en fait, macroéconomique pour que la classe moyenne soit celle-là qui tire l'économie. Donc, il rend la classe moyenne plus grande et plus large. Mais, alors, je vais vous donner quelques indices. Quand vous regardez aujourd'hui, de plus en plus de jeunes qui commencent à avoir du travail, que ce soit à la fonction publique ou ailleurs, mais il y a un travail énorme qui est fait pour que justement cette classe moyenne-là puisse s'étendre. Et toutes les infrastructures en même temps qui sont en train d'être faites, vous voyez que ça crée de l'emploi par ailleurs. Donc à partir de cet instant, moi je regarde cet effort-là et je dis à ceux qui estiment qu'ils sont pauvres qu'il y a déjà de l'espoir. Et pour moi, l'espérance est déjà le premier ennemi de la pauvreté. Dès l'instant où vous espérez, ça veut dire que quelque part, on commence à agir sur votre mental. Les opposants, bon, alors, vous les connaissez très bien pour leur satire à n'en point finir sur ces questions-là. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est encore compliqué en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas fait le boulot, vous m'excusez comme ça. Depuis que le président Félix Houphouët-Boigny n'a plus été de ce monde, ils n'ont pas fait le boulot. Et c'est le président Ouattara qui est en train de rattraper le gap qu'ils ont laissé. Aujourd'hui, il est en train d'aller encore beaucoup plus loin. Je pense que sur ça, c'est à nous. Vous n'exagérez pas. Je n'exagère en rien. Pourquoi je le dis? Vous ne pouvez pas nous dire que lorsque le budget est venu, personne n'a eu d'emploi, il n'y a eu aucun investissement. Vous ne pouvez pas nous dire que lorsque... Bon, d'accord, voilà, c'est vous qui exagérez maintenant. C'est vous qui exagérez là. Pourquoi? Mais attendez, Monsieur Khalil, les concours ont été ouverts. Les concours aujourd'hui ont été ouverts.
c'est depuis la politique de Ouattara. Les avancements sont faits à la limite de façon mécanique, c'est encore lui. Les retraités, etc., qui ont désormais leur pension de façon plus aisée, c'est encore lui, monsieur. Alors, vous allez voir, non, mais attendez là, tous ces hôpitaux qui sont construits, qui sont en train d'embaucher, que ce soit des infirmiers, que ce soit des sages-femmes, que ce soit des médecins, c'est encore lui. Mais pourquoi est-ce que jusqu'à présent, nous sommes en train de crier? Mais c'est parce que, si vous voulez, le gap, c'est technique. Le gap, là, c'est lui qui est lourd. Et ça fait que le traité, ça prend un peu plus de temps. Et c'est pour cette raison que je dis, dans la communication avec la masse, il faut leur dire, le travail qui est fait présentement, non seulement il est positif, mais en plus, s'il est lent, ne vous en faites pas, mais c'est parce que derrière, excusez-moi, une minute. Imaginez un instant que ces routes-là, qui sont là, déjà, parce que le plan directeur d'Abidjan, les journalistes qui le savent, le plan directeur d'Abidjan date de 1970. Est-ce que vous le savez? Que les routes qui sont en train d'être faites présentement ont été prévues depuis 1970. Les autres qui sont venus, qu'est-ce que vous avez fait? Excusez-moi. On vous a compris, Ténébert. Oui, je voulais faire remarquer que personne ne nie les actions de développement qui sont menées. Et ce n'est pas l'opposition qui est en train de parler ici. Ce que je veux dire, et je pense que beaucoup de membres du gouvernement, y compris le président de la République, ne sera pas content. Non, pas content. Il sera d'accord avec moi. Oui, d'accord. Hein? On ne dit pas non. Parce que gouverner, ce n'est pas parce que tu as fait des choses que tout le monde doit rire. Il faut entendre, il faut savoir écouter. Et on gouverne pour faire en sorte que tout le monde, en tout cas la majorité, parle moins. Merci. Voilà. Alors, je pars sur la base de chiffres qui sont avancés. Ok. On a évoqué les routes, les hôpitaux. Les écoles. Et je vous annonce, vous le savez tous, tous les villages en Côte d'Ivoire, la majorité des villages sont électrifiés. Alors, bravo. Ça, c'est une embellie. Personne n'est mis ça. Oui. Mais pourquoi fermer les yeux sur ce qui ne va pas? Il faut souligner là où il peut y avoir des difficultés pour que l'autorité décidante puisse regarder ces coins-là pour poser des actes, pour agir dans ces... Et le gouvernement même, je pense, reconnaît que la redistribution elle n'est pas faite comme il se doit. Des richesses n'est pas faite comme il se doit. Donc pour vous, comment on va dire, ces chiffres qui sont avancés ne reflètent pas la réalité, c'est ça? Non, je n'ai pas dit que ça ne reflète pas la réalité. Je veux que ça soit pris avec des réserves et que on ne laisse pas les gens dormir sur leur laurier. Pas du tout. Parce que dire aux gens que non, tout est blanc. Non, non plus. Et le fait même, pourquoi comparer le travail du président Ouattara avec celui de Laurent Gbagbo? C'est comme si vous étiez en train de comparer le jour et la nuit. C'est un débat que l'homme politique doit cesser de mener. Il faut qu'actuellement, on ne dise pas non, Gbagbo a fait ça ou bien Bédié ou Foué a fait ça. Non, on est dans un contexte. Et en votant, en choisissant le président Ouattara pour qu'il soit à la tête, ce n'est pas qu'il travaille en se comparant à Laurent Gbagbo. C'est parce que les Ivoiriens pensent que lui, là, s'il est à la tête de la Côte d'Ivoire, il va poser des actes. Il est en train de le faire. Voilà. Mais il ne faut pas être dans l'optimisme béat. Les gouvernants en ont besoin. Nous-mêmes, nous faisons des reportages pour relever, faire des reportages sur des choses qui ne vont pas et des décisions sont prises pour enrayer cela. Mais quand on blanchit, on fait comme si tout est bon, mais c'est un... Non, bon, nous, on n'a pas la même fonction. Nous, en tant que journalistes, c'est d'attirer l'attention de l'autorité sur ce qui doit faire en sorte que l'Ivoirien, les chiffres invoqués ici, se reflètent effectivement dans la réalité. Tout à l'heure, lui parlait de clochards qu'on trouve un peu partout. Mais cette comparaison, nous tous nous le savons, nous qui partions souvent dans ces pays-là, on sait que ce sont des comparaisons à ne pas faire. Non. Parce que tu ne peux pas comparer quelqu'un qui refuse de travailler. Généralement, et d'ailleurs, les gouvernements il y a des politiques spécifiques pour ces gens qui dorment dans les rues là. On ne les laisse pas comme ça. Donc je pense qu'il faut... Dorment dehors, mais ils arrivent à manger. Il y a des politiques sociales, il y a des structures, on ne les laisse pas comme ça sous prétexte que non. Voilà, et ce n'est pas... Généralement, ce n'est pas parce que le gouvernement ne fait pas d'efforts pour les prendre en charge qu'ils sont clochards. Je ne veux pas rentrer dans ces détails un peu techniques. Mais ce que je souhaite,
c'est de relever certes les efforts qui sont fournis, et mis en place, déployés par le gouvernement, qui fait des efforts, c'est indéniable. Mais en même temps, de demander au gouvernement de travailler dans le sens d'améliorer les conditions. Oui. J'ai dit 2 chiffres tout à l'heure. J'ai dit qu'en 2008, on considérait comme pauvre celui qui a moins de 600 francs, 660 francs. Et en 2021, là, celui qui a 700, moins de 750 francs, c'est lui on considère comme pauvre. Ma réserve ici, c'est de dire qu'il faut relever un peu ce seuil-là. Quelqu'un peut même avoir 1000 francs, et puis il a des conditions de vie plus difficiles que celui qui gagnait 600 francs en 2008. Il faut qu'on essaie d'adapter les chiffres avec la réalité. Je ne suis pas un économiste pour rentrer dans les chiffres, mais c'est juste une observation que je fais. Moi, je suis entièrement d'accord. Ce que je suis en train de dire simplement, ce n'est pas que le gouvernement ne doit pas être regardant. Non, je dis aux gens, quand vous formulez les critiques, voilà ce que je dis, à l'endroit d'un gouvernement qui est en train d'abattre un tel boulot, c'est à vous aussi de relativiser les choses. Ne donnez pas non plus l'impression, je ne parle pas de vous, hein, je parle en général de l'opposition par rapport à ce que nous avons justement comme information, qui est dans une dynamique de négationnisme à la limite, de nier tout en bloc. Quand les gens font passer la Côte d'Ivoire... Vous n'allez pas demander aussi aux opposants de venir applaudir... Non, je ne dis pas justement. Moi, je parle sur le plan intellectuel, l'objectivité intellectuelle. C'est de ça que je parle ici. C'est-à-dire, pour moi, c'est ce que Platon disait, la doxa, l'opinion, peut avoir des attitudes incompréhensibles. Mais quand on est intellectuel et qu'on a des chiffres avec soi, qu'on a des éléments de référence, il y a des discours qu'on ne tient plus. Et moi, moi, en tout cas, c'est ce que je formule comme vœu à l'endroit de l'opposition. Vos critiques là, que les critiques ne nient pas ce qui est fait aujourd'hui. Et malheureusement, ce qui est en train d'arriver. On fait passer la Côte d'Ivoire, rien ne va, il n'y a pas de démocratie, vraiment, comment on appelle ça? Les gens sont pauvres, tout le monde se plaint. Mais je dis aux gens, excusez-moi, l'outil que nous avons, l'outil d'évaluation d'un travail politique, c'est l'élection. C'est l'outil d'évaluation du travail politique. Dès l'instant où on a organisé des élections et la population dans sa majorité s'est prononcée en faveur de quelqu'un, dans sa majorité, ça veut dire en termes clairs que majoritairement, les gens apprécient ce que vous faites. D'accord. Aussi simple que ça. D'accord, on vous a compris tous les deux sur cette question du PND 2026-2030 qui a été élaboré par l'État de Côte d'Ivoire, dont l'objectif est de réduire à 20% le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire d'ici 2030. On va marquer une petite pause et se retrouver dans quelques secondes pour parler du troisième et dernier sujet de cette émission, la revue de presse grand format sur l'Intelligent TV. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez la revue de presse grand format. C'est votre émission qui décrypte pour vous l'actualité nationale et internationale de la semaine. Nous sommes en compagnie de Traoré Sidney Sidiki, qui est inspecteur, auditeur, diplômé en journalisme, et Tenebe Ousmane, qui est journaliste, directeur de publication de Savane Hebdo. On va parler du troisième et dernier sujet de cette émission. Vous le savez, c'est officiel. La France a restitué aux autorités ivoiriennes le 43e bima de Port-Boué, qui était jusque-là occupé par l'armée française. Désormais, ce site porte le nom du général Thomas Dakin Ouattara, ancien, sinon le premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Une cérémonie officielle a même été organisée hier, jeudi, au sein de ce camp, en présence des autorités des deux pays. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre première réaction sur ce sujet? Alors, je vais encore dire bravo. Bravo, bravo à ce que justement, vous avez... Bravo pourquoi? Pour la qualité des négociations avec justement la métropole, avec la France donc, de façon très douce, comme les Anglais le disent, de façon très soft, la France part justement... les militaires français partent de la Côte d'Ivoire. Pour montrer qu'on n'avait pas besoin... Ils ne partent pas définitivement, puisqu'il y a une centaine de soldats qui restent, mais la rétrocession en elle-même a tout son sens. Sinon, la base française, là, elle existe en Côte d'Ivoire depuis 1978. Et je connais le nombre de pouvoirs qui sont passés de cette période jusqu'à aujourd'hui. C'est le président Ouattara seul qu'on taxe d'être un affidé de la France.
qui arrive à faire partie justement les soldats français avec douceur, pour redonner justement à la Côte d'Ivoire vraiment la main sur le 43e, justement sur cet espace-là. Mais c'est un grand enseignement qu'il est en train de nous donner. C'est quoi l'enseignement? L'enseignement, voilà. C'est la preuve que, chez nous, on le dit de façon très prosaïque comme ça, on ne se bat pas pour tout dans la vie. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas palabre pour tout. Il y a des choses que tu peux obtenir à travers les négociations, à travers justement des ententes, et puis tu obtiens un résultat encore plus probant que si tu t'étais bombé la poitrine en train de faire des déclarations tapageuses comme on en a vu ailleurs. Et d'ailleurs, le Sénégal aussi est aujourd'hui embarqué dans le même processus du départ justement de l'armée française du Sénégal. Même processus. Donc, je pense que le nationalisme exacerbé qu'on a voulu nous faire croire par le passé, mais c'est finalement le président Ouattara qui est encore en train de réaliser cela avec maestria. Et moi, c'est cet aspect des choses-là, sincèrement, qui me séduit. Très bien. Vous êtes aussi séduit par cette manière Oui, des autorités ivoiriennes. En fait, c'est l'aspect immergé de l'iceberg. C'est un processus qui a commencé longtemps. Oui, il y a 2 ans. Voilà, avec la Côte d'Ivoire il y a longtemps. C'est 2 ans. Au lendemain de la prise de pouvoir du président de la République, le président s'est déplacé, il allait en France, il a signé des accords militaires avec la France. C'était avec Nicolas Sarkozy. Ouais. C'est à ce moment-là que la réorganisation de la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire a effectivement commencé. Donc, ce qui s'est passé actuellement, c'est vrai que ça se passe dans un contexte où on entend qu'on chasse la France ici et là. Oui, ça se passe dans un tel contexte, mais à la vérité, ce qui s'est passé actuellement, hier, ou je dirais avant-hier, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis plus de 10 ans. Donc, c'est un processus de négociation, de discussion. C'est vrai qu'on a vu le président français qui a tenu un discours plus ou moins condescendant. Il y a un officier de l'armée française, j'ai même écrit un article dessus, de l'armée ivoirienne, qui m'a confié qu'il n'avait pas apprécié la façon dont le président français, devant ses ambassadeurs-là, était en train de révéler sa façon de faire. Parce qu'il a dit que, voilà, les gens, que c'est lui qui a décidé de laisser les gens annoncer officiellement le départ. Sinon, à la vérité, ça fait partie de leur politique. Donc, cet officier-là estime que le président français avait parlé avec condescendance. Mais pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'était un processus. Et ce processus de rétrocession, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. L'armée française, le contingent français qui était là va partir. Une centaine va rester, tout le monde le sait, à les communications un peu plus tard. Mais comment ça va se passer dans le concret? On a parlé de renseignement, on a parlé surtout de français et de formation, on a parlé d'équipement, on a parlé de logistique et tout et tout. Mais à la vérité, ce qui va se passer, c'est que... On n'a pas encore en Côte d'Ivoire des gens qui sont capables de former le contenu de l'accord, soldats. Le contenu de l'accord entre la France et la Côte d'Ivoire, qui n'est pas caché, puisqu'il a été ratifié après que le traité ait été signé avec le président français, il a été ratifié par les 2 parlements. Donc le contenu veut que désormais, s'il y a une activité de défense de la Côte d'Ivoire, que c'est les militaires ivoiriens qui seront en première ligne. L'armée française peut apporter son appui, mais on ne verra plus l'armée française en première ligne en train de... Que ce soit, même s'il y a des troubles internes, l'intervention de l'armée française en Côte d'Ivoire, c'est désormais les militaires ivoiriens qui auront à charge de conduire toutes ces activités. C'est un début de souveraineté ou... L'accord a été revu. À la vérité, l'accord d'avant de 1960 et autres, là, voulait que dans des situations de choses, c'est l'armée française qui pouvait intervenir. Maintenant, là, c'est une souveraineté de l'action militaire de la Côte d'Ivoire. C'est cela. Donc, les Blancs ne vont pas, du moins, comme on le dit dans la rue, ils ne vont pas, mais ils sont là pour former, pour renforcer les capacités. Et puis la collaboration, ce n'est pas une rupture, mais c'est une réorganisation. Exactement. Voilà. Le ministre d'État, Téné Birahima, l'a même indiqué sur une chaîne étrangère. Oui. Alors, là-dessus, vous voyez, c'est ce qui se passe partout dans le monde, les coopérations militaires. Je ne sais pas si les gens le comprennent très bien. Aucun pays n'est isolé comme cela, seul, avec ce qu'il fait. Ce n'est pas vrai.
Et le monde aujourd'hui, on le dit de façon prosaïque, est un village planétaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une interpénétration aujourd'hui des États, des institutions, qui fait que tous les pays aujourd'hui qui ont, moi je crois, une intelligence actualisée, se mettent avec d'autres compétences, pour eux-mêmes se sécuriser. Alors, moi je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, le phénomène du djihadisme qui est à nos portes mérite encore que nos soldats soient davantage outillés sur des questions de la guerre hybride. Vous le savez. Aujourd'hui, donc, la formation que nous voulons toujours avec justement l'armée française à sa place. Donc, ce type de coopération est d'actualité. Alors, il faut donc sortir souvent d'une dynamique de rejet, de chasser les autres parce qu'on veut être souverain. Mieux. Ceux qui ont voulu être souverains en chassant les autres, on s'est rendu compte qu'ils sont allés avec d'autres. Ah ben oui, l'AES, ils sont avec la Russie. Où est la souveraineté alors dans ce cas? Donc franchement, c'était la parenthèse que je voulais fermer pour dire que ce qui est en train de se passer chez nous doit faire école. Merci. La suite, c'est quoi? Oui, bon, en fait, ce que je vois, hein, le symbole, le fait de rebaptiser ce camp-là du nom de l'un des grands officiers, chef d'état-major, chef d'état-major Ouattara Thomas Dakin, c'est une sorte c'est un symbole fort. Ah oui. Voilà. Et c'est un peu l'expression de la souveraineté. Et ces mots-là, il ne faudrait pas qu'on soit complexé de les employer. Il faut que nos États arrivent effectivement à la souveraineté. Parce que ce n'était pas anodin de dire que on n'est pas souverain, d'autant plus qu'il y a une base militaire française. Au-delà de ce qu'on voyait, il y avait une feuille de route qu'ils avaient qui effectivement mettait à débat la souveraineté nationale. Maintenant que ces accords ont été revus pour remettre en avant l'armée ivoirienne, c'est ça l'expression de la souveraineté. Et je crois que c'est ces symboles-là qu'on doit regarder. Et ne pas se sentir complexé de dire que non, on est en train d'être souverain. Il faut que nous affichions notre volonté de nous affirmer. Nous, on n'a pas d'armée française et d'armée ivoirienne en France. Il faut que l'Ivoirien ne se fasse pas de complexe dans ce sens-là. On n'a pas d'armée ivoirienne qui a un camp comme c'était le cas en Côte d'Ivoire. Là, ça n'existait pas avant. D'accord. Il faut que nos enfants-là aient le courage aussi de regarder ces choses avec fierté. Ce n'est pas palable, mais il faut savoir qu'on discute, on est ensemble, mais on parle d'égal à égal. Merci beaucoup. Alors, messieurs, on va s'arrêter là pour cette émission. Merci à tous les deux, Traoré Sidney Sidiki, Tenebe Ousmane. Merci à tous les deux d'avoir été présents en ce jour sur ce plateau pour nous aider à décrypter ces trois sujets auxquels nos téléspectateurs ont eu droit en cette semaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On n'oublie pas l'équipe technique qui a travaillé à la réalisation de cette émission. À très bientôt sur nos antennes pour un autre numéro de la revue de presse grand format, toujours sur l'Intelligent TV.